Rucher de Crosne, je viens faire mon observation quotidienne, ou presque maintenant, pour regarder les frelons qui arrivent tôt le matin sur le rucher et voir comment ils se comportent, les compter, etc. C'est une observation en parallèle avec ce que fait Michael. C'est d'essayer de mesurer un peu rigoureusement l'arrivée des frelons, la fréquentation des frelons sur le rucher. Et là, le fait de le faire tôt le matin, c'est bien parce que ce sont des conditions répétables. Dans la journée, il peut se passer n'importe quoi. Les conditions peuvent être très très variables d'un jour à l'autre et les comparaisons sont un peu hasardeuses. Alors que le matin, on peut se dire, bon, bah, les frelons, ils se sont réveillés il n'y a pas super longtemps, il fait un petit peu frais là, un petit peu humide, donc on peut penser que bah, c'est comparable d'un jour à l'autre. Donc ce rucher, je le considère comme protégé depuis plusieurs jours, c'est pas peut-être une semaine, ça passe vite, hein. Et donc j'ai pas d'inquiétude à avoir sur sa protection. Par contre, maintenant, voilà un frelon sur la 4e tente qui a capturé une abeille à l'intérieur de la tente. Donc il est en train de la maîtriser sur le côté gauche. Et là où il est positionné, normalement il doit monter et il ne passera pas par la porte. Normalement, sauf s'il a un coup de chance. On va voir ça. Bon, pour les personnes qui découvriraient la tente, j'ai eu un message de Pascal qui utilise des tentes là depuis un moment. Il est satisfait et donc il disait qu'il avait montré les tentes à des voisins qui ont du mal à comprendre en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu depuis le départ, c'est que le principe est pas intuitif et on comprend pas très bien comment mettre une tente en plus qui n'est pas fermée, comment ça pourrait marcher. Donc là j'ai l'impression que sur la 3e tente il y a un frelon qui est monté, il est monté tout en haut, il est assez mobile, il se pourrait bien que ce soit une 2e capture. Bon, la première capture n'est pas validée encore parce qu'il est encore en train d'attraper son abeille, donc quand il va partir, allez, il a 10% de chance de passer par là où il est placé, il a 10% de chance de passer par la porte et 90% de monter en haut de la tente. On va vérifier. Donc là, mine de rien, je viens juste d'arriver et je vois 2 frelons. Alors la question ce qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est ces frelons qui arrivent? Si c'est vraiment des frelons découvreurs, et s'ils se font capturer, ça veut dire que la tente remplit son contrat, elle ne pourra pas marcher mieux. La tente ne détruit pas les frelons, elle ne détruit pas les nids de frelons, évidemment, à peu près à 0%, 0% de chance de faire le moindre mal à un nid de frelons. Donc la tente ne pourra jamais empêcher des frelons découvreurs de se pointer sur le rucher et de découvrir le rucher. Elle peut seulement les tacler. Donc si on considère que les frelons qui arrivent sont des découvreurs, à ce moment-là, la tente fonctionne à 100%. Il n'y a pas de bémol à apporter. Il y a un frelon qui chasse dans la 3e tente. Très bas, il se pose sur le parpaing. Donc c'est un peu ça qui est l'enjeu des observations. Ah, le frelon tape, il a attaqué le premier frelon, et bien sûr est monté, enfin bien sûr il avait toutes les chances de monter tout en haut, et c'est ce qu'il a fait, il est tout en haut, il s'est fait capturer. Je vais essayer de voir combien de temps il met pour rentrer dans la poche.
Et voilà, deuxième frelon dans la même tente qui monte tout en haut. Donc les deux frelons se sont fait capturer. Donc sauf erreur, on en est à 3 arrivées de frelons et 3 captures. Ça fait très mal. Là, pour le coup, on comprend bien quoi. Imaginons que ces 3 frelons, tôt le matin, ils ramènent une abeille dans le nid de frelons et qu'ils reviennent chercher des abeilles toute la journée. Même si une étude indiquait que chaque frelon faisait une dizaine de sorties par jour. Et si il ramène des congénères, bah à ce moment-là on comprend qu'il y a vite un flux qui s'installe entre le nid et le rucher, hein. Et puis après ça devient une infestation comme les gens disent. Bon, c'est bien beau tout ça. Enfin, premier arrivé, le premier coup d'œil est vachement favorable, hein. 100% de capture, tranquille, hein. Ça va quoi, c'est cool. Allez, j'ai bien mérité dans ma petite collation. Alors, hier c'était chaud, hein. Hier c'était assez chaud, mais on a réussi. Il fallait emmener André à la plongée, il fallait faire les pommes, couper les pommes. On a passé un temps fou, mais on va de plus en plus vite. Donc je pense même maintenant que je vais le faire tout seul, avec une bonne technique, en n'étant pas trop scrupuleux sur le découpage des pommes. Enfin, je veux dire, pas scrupuleux de manière inutile. Je pense que je vais pouvoir faire le boulot assez vite. Et aussi en ayant beaucoup d'espace dans la cuisine et tout, pour que ce soit vraiment pratique. Mais déjà, rien que le fait d'avoir acheté les bacs alimentaires, là, il y en a 2,50 litres, c'est génial. Et là, je devrais recevoir un établi pour essayer de poser le grugeoir dessus et qu'il soit bien fixé pour que je puisse travailler tout seul. Donc, c'est parti pour le café et la religieuse. Deux sucres, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Il faut de l'énergie pour réfléchir. Ça, c'est une religieuse qui n'a pas de houppette là. C'est une particularité locale, religieuse sans houppette. Les abeilles sont actives sur plusieurs ruches, hein. Ça c'est bien.
Et j'ai eu de la chance tout à l'heure parce que là, il n'y a aucun frelon. Hein. Donc je suis arrivé, j'ai juste au bon moment où peut-être une escouade est arrivée, qui sait. Parfois les escouades, on les identifie vraiment très bien. Parce que les frelons arrivent, ils volent super vite, ils font des grands cercles. Et on se dit, oui, c'est sûr, il n'y a pas de... Là, j'ai vu 3 frelons, je peux pas savoir s'ils arrivaient comme ça ou s'ils étaient ensemble en train de voler et de faire des kilomètres. Alors je pense que je peux distinguer les éclaireurs des découvreurs. Justement pour ça. Un éclaireur, ce serait un frelon qui a le rôle, comme chez les abeilles, qui aurait le rôle d'aller chercher de la nourriture. Ce serait sa fonction. Alors qu'un découvreur, ce serait juste un frelon qui vient d'arriver sur le rucher, il ne le connaissait pas, donc on voit que son comportement est pas celui d'un frelon chasseur ou cueilleur qui lui vient, il sait exactement où il arrive, c'est un habitué. Et il serait un découvreur, et il ne serait pas, fonctionnellement, il n'aurait pas le statut d'éclaireur. Il y a de bonnes chances que les frelons aient des rôles variables en fonction de l'opportunité, en fonction du besoin du nid. Alors que chez les abeilles, une butineuse, c'est une butineuse, hein, elle est plus ouvrière. Et il paraît que les éclaireuses abeilles sont des butineuses expérimentées qui finissent un peu par se spécialiser. Donc les abeilles les plus âgées qui auraient réussi à survivre et qui iraient chercher des sources de nourriture. La caméra s'arrête toute seule. Ah oui, je vais me mettre sur le projet Posca. J'ai commandé, mais je voulais pas m'emmerder à bricoler des filets à papillons, des trucs comme ça. J'avais envie d'être un peu plus cool, quoi, un peu plus confortable pour bosser. Donc j'ai commandé des filets à papillons sur Amazon que je devrais recevoir aujourd'hui. Un aujourd'hui, un demain, pour m'aider à attraper les frelons dans les tentes. Peut-être que quand j'aurai le filet, je vais le bricoler pour mettre un filet avec des grosses mailles pour pouvoir feutrer les frelons à travers la maille. Ce sera pratique. Une idée, c'est d'essayer de ne pas endormir les frelons avec le CO2 pour pas risquer d'impacter leur comportement. Donc c'est plus difficile à faire et c'est plus difficile à maîtriser, c'est stressant. On peut même finalement blesser les frelons plus qu'avec le CO2, donc il faut de la technique, quoi. Quand les frelons sont dans un filet un petit peu aplati, il n'y a pas trop de problèmes pour les immobiliser. Mais comme j'ai décidé de marquer les frelons avec un numéro,
en utilisant plusieurs couleurs, il va falloir que je sois précis. Hein. Il faut que je mette la couleur au bon endroit. Donc tout ça, il va falloir le peaufiner. Hein. Alors sinon, dans l'autre forum, dans le forum Apiculture France, il y a deux gus là qui font un peu n'importe quoi avec la localisation des frelons. Ils sont même limite un peu arrogants. Quand je vois des gens plus arrogants que moi, je les trouve très arrogants. Donc ces deux énergumènes, ils reprennent des techniques déjà évoquées, mais bon, on entend tellement de trucs, on sait jamais qui a vraiment fait quoi. Et tous les ans c'est pareil, tous les ans on rabâche les mêmes. Le pire c'est quand c'est sur l'empoisonnement des frelons, alors là, vraiment ça fait mal. Hein. Mais là c'est plus cool. L'idée c'est d'attacher un fil au frelon, de mettre une étiquette et de suivre les frelons. C'est de l'ordre du fantasme. Ça semble se faire dans la jungle, on ne sait pas trop où, avec des frelons énormes et des mangeurs de larves. Les gars ont l'air de maîtriser leur technique, mais en même temps ils montrent des vidéos qui sont visiblement un peu trop belles, un peu trop parfaites pour être honnête. En gros, les mecs ils montrent que ce qui marche bien, quoi. Ils montrent pas les galères, donc ok, ça va, quoi. Donc là, ils veulent répéter ce mécanisme avec les frelons asiatiques. Alors c'est déjà beaucoup plus dur parce que les frelons asiatiques sont petits et ils peuvent pas porter grand chose. Moi, l'année dernière ou l'année d'avant, j'en sais rien, j'ai fait des essais de coller des fils et des étiquettes sur mes frelons. Et ils ont tout de suite coulé. Hein. Ils étaient incapables. Je l'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait sur 2 frelons. Le frelon n'était pas petit. Il était incapable d'emporter l'étiquette à plus de 3 mètres. Il allait se poser dans un arbre. Et puis il se terminait, quoi. Il n'avait pas de force, il n'avait pas de puissance. Donc ça marchait pas du tout. Donc là, les gars, ils se disent, comme ils sont en train de jouer, en fait, ils n'ont aucun besoin. Ils n'ont pas de frelons asiatiques sur leur rucher. Donc ils sont en train de jouer, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils font comme ils n'ont pas de frelons asiatiques? Ah ben, ils le font sur des frelons européens. Ah ouais, il fallait y penser. Moi, je voulais pas trop aller les chercher. Mais à un moment donné, si j'avais voulu, je leur aurais proposé d'essayer sur des oiseaux, dans un premier temps. Puis ensuite, si ça marche avec des oiseaux, ils peuvent essayer avec des frelons. Hein, histoire de perdre son temps. Bon, je me suis gardé d'aller les chercher trop. Ah purée, je suis déjà en jaune, point de vue batterie. Encore un coup des Ukrainiens, c'est sûr, hein, putain. Oh pardon, des Russes. Allez, j'arrête de déconner. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, il me titille un peu là avec... Donc le gars, j'ai donné un argument qui pour moi est définitif. C'est le fait que si on balance des frelons comme ça avec des étiquettes, et si certains frelons n'arrivent pas à voler, ce qui arrivera forcément, ils vont se retrouver dans le jardin des voisins, et dans le jardin des voisins, il y a des chats, il y a des chiens, et pire, il y a des enfants, des jeunes enfants qui sont capables de dire « Oh, la jolie étiquette qui bouge !» et d'aller chercher le frelon et j'imagine... comme dans la pub, et le petit qui ramène le PQ à ses parents. Regarde, papa, maman, ce que j'ai trouvé. Je pense que les parents qui vont découvrir ça, ils vont péter les plombs, quoi. Je pense que ça va se terminer en plainte pour mise en danger d'autrui à la gendarmerie, et je pense qu'on a un apiculteur, inventeur, amateur qui va passer un sale moment à devoir s'expliquer sur ses activités. Voilà, ça c'est un argument définitif, quoi. On peut pas laisser des frelons attachés à des étiquettes dans la nature comme ça, c'est complètement irresponsable, c'est pas possible. Donc même s'ils arrivaient à mettre au point la technique, on peut imaginer que oui, hein, pourquoi pas. Et ben après, ce sera jamais autorisé.
Donc putain, autant bosser sur des trucs qui ont une chance d'être autorisés, quoi. Je sais pas. Et alors après, pourquoi ça va être l'enfer, c'est que les frelons, ça vole quand même assez vite et on les perd de vue assez vite. Hein. C'est même un essaimage. Hein. Un essaimage, c'est quand même beaucoup d'abeilles dans le ciel. En fait, on le perd tout de suite. On ne peut pas suivre un essaimage. Alors, dans la littérature, il existe même des lois qui régissent le fait de savoir à qui appartient un essaimage. Donc si un apiculteur voit un essaimage partir de son rucher, il peut le suivre, et aussi longtemps qu'il le suit, c'est des trucs qui datent du Moyen-Âge ou pas loin. Hein. On peut imaginer qu'à l'époque, un essaimage, un essaim, ça avait de la valeur, quoi, donc il fallait pas le perdre. Hein. Et donc, si on pouvait suivre l'essaimage des yeux et puis voir où il se posait, même si c'était chez un voisin, l'essaimage, la colonie continuait de vous appartenir. Mais de nos jours, suivre un essaimage en agglomération, c'est complètement impossible. Je sais pour avoir essayé, quoi. En fait, dès que d'abord, courte distance, on voit plus rien, les abeilles montent assez haut, et puis si jamais les abeilles traversent une propriété, c'est fini, quoi. Vous pouvez pas contourner, le temps de contourner. D'ailleurs, c'est m'est arrivé à Montgeron. Je contourne le pâté de maison, je vais dans la rue de l'autre côté, en me disant, bon, c'est la direction, j'ouvre les yeux partout, je vois rien. Mon super essaim perdu, j'étais tout déconfit. Et puis là, il y avait une dame qui était en train de nettoyer un portail. Je vais voir la dame, je lui dis, vous avez pas vu passer un essaim? Elle me dit, non, mais il y a ma fille là, elle a vu des guêpes dans le jardin. Ah d'accord, des guêpes dans le jardin, est-ce que je peux rentrer pour voir? Et en fait, au fond du jardin, il y avait mon essaim qui était posé sur une haie. Génial. Et j'ai récupéré mon essaim. C'est vraiment la bonne nouvelle de la poursuite. Mais bon, il fallait un gros coup de bol, hein, pour le récupérer. Donc, poursuivre des frelons attachés à des étiquettes en agglomération, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors l'idée pour compléter le dispositif, c'est de dire, bon ok, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, je vais aller à l'endroit où je l'ai perdu et je vais lâcher un autre frelon, et ainsi de suite. Bon courage. Bon courage. Frelon qui volette. Frelon qui vole comme un touriste, qui arrive sur le rucher. Il est dans la deuxième tente, je le vois plus. Là, j'ai envie de le qualifier de découvreur, hein, parce que franchement, là, son vol, on aurait presque dit un papillon. Hein. Allez, il est parti sur la droite. Je suis à combien, là? 10 minutes plus les 15 minutes d'avant, je suis à 25 minutes. Le café m'a fait du bien. Les réveils sont pas faciles, surtout quand à force de porter des parpaings et des trucs, je me suis fait un lumbago. Plus exactement, je me suis réveillé mon lumbago syndical. Et c'est pas marrant. Putain, en rouge, dans la batterie en rouge, c'est énervant. Voilà ce que c'est de pas acheter une GoPro. Et voilà. J'achète des trucs au rabais, et voilà, après, galère. En plus, elle chauffe la caméra. Ça me plaît bien parce que l'avant-dernière tente, les abeilles sont actives. Si ça se trouve, mes colonies sont plus actives le matin.
J'aurais jamais dit, hein. Moi, je suis toujours avec l'image d'Épinal que les abeilles, ça se réveille avec les rayons de soleil qui frappent la ruche. Comme dans les dessins animés, quoi. Donc, j'en reviens à mon idée de départ. Je vais récupérer des petites épuisettes. Je vais peut-être les modifier un petit peu. Et je veux commencer à... Alors moi je suis à fond, hein. Moi je suis pas un petit joueur. Je vais pas juste colorer les frelons pour voir ce qui se passe. Je vais les numéroter un par un. Alors j'ai vu dans un article des chercheurs qui arrivaient à coller des étiquettes avec un numéro sur le frelon. Ça c'est le truc de génie, ça. Ça c'est super, hein. Franchement là c'est top. Moi je suis pas sûr que je vais réussir à faire ça. J'ai pas les étiquettes, je sais pas écrire en microscopique sur les étiquettes, je maîtrise pas la colle. Donc tout ça, le temps que si j'essaie de faire ça, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Donc là je vais pas prendre le risque de pas démarrer le projet. Je vais simplement me la jouer informaticien. Je vais prendre 4-5 couleurs différentes. Et puis je vais colorer avec des points de différentes couleurs le frelon en prenant 3 ou 4 emplacements bien distincts. Et je vais les numéroter comme ça. Et je vais essayer de faire ça, on verra. C'est rapide à faire, c'est sympa. Et là, si jamais on voit revenir des frelons avec une certaine couleur, là je vais prendre mon petit calepin d'observateur, je vais noter les heures d'arrivée, les heures de départ, avec quoi. Et là, en accumulant des données comme ça, il suffit de trouver un spécialiste que je connais déjà qui va se faire un plaisir de presser toutes ces données pour en recueillir des vérités scientifiques peut-être, si on a de la chance. Donc ça, je suis prêt à faire le boulot. Ça me gêne pas de venir tous les matins ou aussi à différentes heures de la journée pour relever les compteurs. Et pire que ça, si jamais on montre que le procédé est opérationnel, alors là, ça ouvre la voie à toutes sortes de petits projets pour essayer d'observer le comportement des frelons. Ça, ce serait génial. Ceci dit, je pense que les projets où ils numérotaient et tout, ils ont dû le faire. Hein. Ils ont dû le faire. Mais la différence, c'est que quand c'est des projets comme ça, officiels et tout, avec un budget, je pense qu'ils ont un début, une fin, et puis voilà, et puis ils publient leur truc et ils passent à autre chose. Donc, alors que là, c'est différent. Là, nous, on a tout le temps, on n'a pas de problème de budget, on a des comptes à rendre à personne, donc du coup, on peut faire traîner notre projet et le diversifier à l'infini, même quitte à pas être efficace, on s'en fout. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut, nous, avoir de la chance. En papillonnant, en allant dans des directions comme ça, plus intuitives que rigoureuses, on peut tomber sur une observation qui à elle seule, justifiera tous les errements qui ont précédé. Et j'attends le frelon. Là, je me fais l'effet d'un pêcheur à la ligne qui a choisi un mauvais spot et qui poirote. J'espère que André va accrocher avec la plongée parce que c'est génial. Là, vraiment, ça serait super. C'est 10 fois mieux que la natation.
de compétition, franchement. Du coup, je suis même pas rentré sur le rucher, hein. Je suis derrière la grille là. Je vais pas aller compter les frelons en haut, je m'en fous pour l'instant. De toute façon, je dis toujours que le nombre de frelons capturés n'a aucune importance, n'a aucune signification. Donc j'y vais souvent parce que c'est rigolo quand même. Ça, c'est un atout de la tente au niveau commercial, c'est que les apiculteurs qui vont tester la tente, ils voient tout de suite des captures. Donc ça les rassure, ils disent ah, il y a des captures, ça marche. En fait, non, c'est aucune preuve. Mais ça va les rassurer. Et ils seront pas déçus après parce que ça marche vraiment. Mais le fait d'avoir un résultat comme ça instantané, et d'autant plus spectaculaire quand le rucher est infesté, c'est quand même pas mal. C'est un plus. C'est un edge, comme on dit en anglais. Alors dans la foulée, je vais annoncer ma nouvelle idée, qui à mon avis est plutôt originale. Je pense pas que quelqu'un ait osé proposer ça. Alors je le fais parce que je m'ennuie là. J'ai, en réfléchissant sur Posca, sur les couleurs à mettre sur les frelons, j'ai une idée. Je sais plus trop comment. Probablement en cherchant. En fait, peut-être que j'ai contacté. Ouais, je sais plus trop comment j'ai eu l'idée, mais en gros, l'idée tourne autour des couleurs qu'on met sur les frelons. Il doit être 9h, je suppose. Et ouais, il est 9h. Donc, mon idée, c'est une idée. Bon, le projet Posca, l'idée c'est d'étudier les déplacements des frelons depuis le rucher jusqu'au nid, etc. C'est ça l'idée. Qui revient, qui est impacté par la tente, les fréquences de retour. C'est intéressant parce que les chercheurs ont étudié les déplacements des frelons depuis les nids, même de façon sophistiquée avec des puces. Ils ont regardé qui partait, quand ils revenaient. Voilà. Alors que là, moi, ce sera à partir du rucher, donc c'est différent. Et donc, je travaille aussi sur la piste de la destruction des nids. À terme, je pense que c'est la destruction des nids qui sera la bonne solution. Évidemment, hein, si on sait localiser les nids et les détruire, bah, c'est bon, quoi, c'est réglé. C'est pas la peine de s'embêter à protéger les ruchers. Donc à terme, je suis sûr à 100% que c'est ça, ce sera ça la solution. Donc je travaille aussi sur ça et j'ai plusieurs idées. La première idée qu'on a testée, on a commencé à tester l'année passée, c'est le petit ballon d'hélium attaché au frelon. Et le ballon est aussi attaché à un drone, ce qui fait qu'on ne peut pas perdre le frelon, donc on se retrouvera jamais au poste de police à expliquer pourquoi on met les gens en danger. Ensuite, on perdra jamais le frelon, donc on va pas être obligé de répéter l'opération sur 15 ou 20 frelons avant d'arriver au nid. Et puis voilà quoi, ça paraît pas mal. Donc là, je pense que ce week-end, peut-être dimanche, avec André, on va s'y remettre. Et là, j'ai une nouvelle idée qui est plus intéressante. L'idée, c'est de capturer plein de frelons avec un piège-bouteille classique. Un frelon sur la 3e ruche, qui vole comme une guêpe. Un frelon qui vole comme une guêpe. Un frelon qui va se faire capturer. Donc l'idée, c'est d'attraper plein de frelons
et de les faire badigeonner au fond de la bouteille de capture. Je vais mettre de la peinture fluorescente. Tin, tin, tin. Ça, c'est une super idée. Alors, est-ce que ça va peut-être marcher à 0%, mais si ça marche, ça va être très joli. L'idée, c'est de transformer nos frelons en verre luisant. Et avec de la peinture qui va persister, qui va rester. Donc, au bout d'un moment, on aura beaucoup de frelons qui sont luminescents. Et on peut déjà regarder le soir si on les voit briller dans le ciel. On pourrait imaginer aussi que des gens nous les signalent. On met une petite annonce dans le journal local, et puis on dit si vous voyez des vers luisants dans le ciel, appelez-nous, parce que près du nid, il y en aura plus, quoi. Hein. Et donc ça se verra, ça risque de se voir énormément. Pour les gens qui habitent à côté, ils sont obligés de le voir, quoi. Donc il faut choisir de la peinture qui a une très longue durée de réémission de la lumière. Et il y en a, hein, apparemment, d'après ce que j'ai trouvé, il y en a, c'est 10 heures. On n'a pas besoin de 10 heures, nous. Hein. On a besoin de jusqu'à 8, 9 heures du soir. Après, en automne, je sais pas trop, mais... Et donc, on va pouvoir faire en sorte que les frelons se trahissent. Et donc, on peut localiser les nids comme ça. Voilà, c'est une super idée. Ça, c'est la version passive, prophylactique, où on met la peinture sur des dizaines et des dizaines de frelons, puis après, wait and see, on regarde ce qui se passe. Et il y a une version active, ça serait de capturer des dizaines de frelons, c'est facile, hein, dans un piège-bouteille, sans les tuer, de les badigeonner avec la peinture sous le ventre, hein, il suffit qu'ils trempent, même pas besoin de les attraper, hein, je pense que il suffit qu'ils se posent en bas de la bouteille et qui trempe un peu dans la peinture. Un frelon sur la première... oh là, il va vite celui-là. Oh là 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 là. Oh, ce frelon est un frelon de compétition. Je pense que c'est un... Celui-là, je le mettrai comme éclaireur. Il va beaucoup trop vite. Et il vient de capturer, par contre. Il a capturé, il était très rapide. Voilà. Il passe à travers. Il est passé à travers en plus. Oh là là. Et il s'est posé là. Voilà, je vais pas le tuer, hein. J'applique ma règle, je peux pas le tuer. Dommage pour l'abeille. Cruel, je filme pas plus. Il a été drôlement efficace. Hein. Il est arrivé super vite, il est passé d'une ruche à l'autre, il a capturé une abeille en plein vol devant la ruche, à 2 mètres devant la ruche, donc il l'a poursuivi, il l'a attrapé. Il était au top ce frelon. Donc une capture. Je sais pas à combien on est là, mais ça commence à faire beaucoup. Hein. Waouh, j'ai 25 minutes plus les 10 minutes d'avant, les 15 minutes d'avant, donc là on est à plus de 30 minutes. Et au total, je crois que j'ai vu 4 frelons, une capture d'abeilles, 3 captures de frelons. Ça va, on est tranquille. Donc ce frelon, par exemple, s'il avait la couleur, ça serait génial, parce que là, j'aurais pu observer pour savoir si c'était un frelon qui revient régulièrement. Et voilà, ça serait génial, quoi. J'ai eu l'impression qu'il était très efficace. Si je voyais qu'il a une couleur, un numéro même, et que je l'ai déjà vu arriver plusieurs fois, je me dirais ok, c'est bon, c'est un frelon hyper efficace. On pourrait même noter l'efficacité des frelons, hein. Compter combien on a de frelons de compétition. Alors, la version active de la fluorescence, ça serait donc on capture plein de frelons, on les met dans une bouteille, on les garde, on les peint, et le soir, quand on commence quand le ciel s'assombrit. Alors une question qu'il va falloir répondre, c'est est-ce que les frelons, jusqu'à quelle heure les frelons vont pouvoir retrouver leur nid à la tombée de la nuit? Ça c'est intéressant, hein. Il paraît qu'il y a des frelons qui chassent la nuit. Ça veut dire qu'ils sont capables de naviguer sur le territoire la nuit, quoi. C'est dingue.
Donc ils doivent se diriger peut-être avec les odeurs. Donc là, si nos frelons asiatiques sont capables de retourner au nid à la nuit, par exemple, ça sera trop facile. On les libère tard le soir, le plus tard possible. On ouvre les yeux et on regarde dans quelle direction ils partent. Donc on peut avoir 2 opérateurs, un qui reste sur le rucher et qui libère les frelons, un frelon toutes les minutes ou un frelon toutes les 30 secondes, et un autre qui part, qui marche et qui suit le frelon avec... Là, je crois que c'est une abeille qui est partie, je sais pas, j'ai posé un truc un peu gros qui est parti au-dessus de moi, c'est pas un frelon. Un deuxième qui part, qui marche dans la direction de fuite du frelon, et quand il voit plus, il s'arrête et il attend, il prend même des jumelles pour regarder dans le ciel, et il attend le prochain frelon, et ainsi de suite. Il va dans la direction, et voilà, il regarde dans le ciel les frelons, il communique par téléphone avec l'autre pour lui demander de libérer les frelons, ou pour le tenir au courant de ce qui se passe, et voilà. Et il suit le flux des frelons jusqu'au nid. Franchement, si ça marchait, ça serait super. Donc voilà une nouvelle idée. Une nouvelle idée à tester. Donc j'ai acheté la peinture fluo, donc dans un premier temps, je vais essayer de faire un montage avec une bouteille, de la peinture au fond, pour voir si j'arrive à peindre les frelons, et voir si la peinture tient sur les frelons. Donc j'ai discuté avec une spécialiste de la peinture fluorescente, je les ai appelés, je leur ai écrit parce qu'ils avaient une qualité de peinture qui durait très très longtemps. Mais en fait, j'ai pas besoin que ça dure très longtemps, j'ai besoin que ce soit vif surtout, j'ai besoin que la lumière soit importante. Donc au passage, elle m'a répondu et elle me conseillait de regarder plutôt du côté des encres que des peintures. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une différence. Donc là, une amélioration technique, ce sera de chercher la peinture ou l'encre la plus adaptée pour faire ça. Donc voilà un nouveau projet à lancer que je pourrais faire en parallèle du projet Posca. Alors, histoire de mettre la pâtée un peu aux amateurs qui collent des étiquettes sur les frelons de manière irresponsable. Et toc, prends ça. Bon, je pense que je vais pouvoir arrêter. L'observation, elle est largement valable. Je sais pas à combien on est, mais j'ai largement les 45 minutes habituelles. 4 frelons sont arrivés. Je crois 3 frelons se sont fait capturer. Un frelon est parti avec une abeille. C'est intéressant, c'est parlant, et surtout ça continue d'être comparable en nombre, en comptage avec ce qu'on avait les autres jours. Sur la 4e tente, il y a un frelon qui marche en bas de la tente. Je pense que c'est un frelon épuisé qui a dû descendre tout en bas. Et ça vole, les abeilles, même sur la ruche panier que j'ai tendance à voir un peu sans activité. Là, je vois 5-6 abeilles qui volettent devant la planche d'envol, donc c'est super. La ruche horizontale s'est un peu calmée par rapport au début. Elle a dû faire le plein. Allez, je pense que je peux faire une fin de vidéo, rentrer, aller travailler un petit peu, et voir comment je vais continuer aujourd'hui sur les abeilles et les frelons. Allez, fin de la vidéo.